Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir une nouvelle fois ici à la mairie. C'est une habitude maintenant, on en fait à peu près deux par an. Ce sont des échanges différents de ceux que l'on fait d'habitude, c'est-à-dire c'est distanciel, mais ça vous permet aussi de nous poser des questions bien en amont et puis aussi de répondre en direct. Alors j'aurai souvent le regard un petit peu en hauteur pour permettre de lire vos questions et d'essayer d'y apporter des réponses. Comme vous le savez, nous avons plusieurs façons de pouvoir échanger ensemble. D'abord, il y a les comités consultatifs de quartier, il y a aussi les réunions de quartier, il y a les permanences municipales, hein, tous les premiers samedis de chaque mois. Il y a dans chacun des quartiers la petite camionnette qui vient vous recevoir avec un élu en général qui est présent et qui permet des échanges et de recueillir aussi vos doléances ou parfois aussi vos remarques ou vos satisfactions parce que ça nous arrive aussi heureusement que vous soyez satisfait et que vous nous le disiez directement. En tout cas, merci beaucoup d'être présent. Alors aujourd'hui, il fait froid à la Baule, donc vous avez bien raison de rester chez vous et de pouvoir échanger avec le maire pendant une heure. Alors c'est une heure, c'est court, mais une heure, ça permet aussi de pouvoir essayer de synthétiser des réponses. Et puis, pour les questions auxquelles nous n'aurons pas pu répondre, bien sûr, on pourra les traiter par mail dans la semaine ou dans les jours à venir. Voilà un petit peu l'essentiel de cette démarche et je vous propose qu'on débute maintenant les questions. Donc, je vais lire la première question que je reçois là, ici. C'est de Annick Boudu. Bondu. Comment faire pour trouver de quoi se loger sur la ville de La Baule-Pornichet? Ça, c'est la question majeure. Vous savez, nous sommes un territoire très attractif. Vous avez 17 000 habitants supplémentaires qui arrivent par an en Loire-Atlantique et donc de nombreux qui choisissent le littoral et notamment la Baule, bien sûr. Et donc de ce fait-là, il faut qu'on continue à pouvoir construire et proposer du logement. Alors il y a plusieurs façons de le faire. D'abord, bien sûr, continuer à construire de nouveaux bâtiments, alors avec des lois qui nous encadrent, qui ne nous facilitent pas toujours la vie, c'est-à-dire à la fois la loi littorale, la loi SRU, c'est-à-dire la loi sur les logements accessibles, qui aussi contraint notre choix pour permettre de faire acquérir des logements, mais aussi d'autres lois qui sont en préparation. Je pense notamment à la non-artificialisation des sols, qui va nous limiter nos constructions en matière foncière et ce qui va aussi nous empêcher de pouvoir s'étendre. Alors on nous pousse à faire la ville sur la ville. Et ça, je ne veux pas faire les mêmes erreurs que ce qui a été fait dans les années 60, c'est une montée en hauteur. On a été très marqué par cette cicatrice, d'une certaine façon, face à la mer de ces grands immeubles. Et je ne pense pas qu'il faille refaire la même chose aujourd'hui. Mais en tout cas, on va continuer à construire et construire peut-être différemment. Donc de ce fait-là, il y a plusieurs possibilités. Je pense notamment au bail réel solidaire, qui est une façon de pouvoir pour nous d'avoir une accession plus facile. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire uniquement de l'immeuble et pas du foncier, mais ce qui permet surtout des coûts moindres. Et puis aussi, on continue sur des logements accessibles dès que du foncier se libère. Je vous rappelle que aujourd'hui, nous avons à peu près 8% de logements accessibles, ce qui, bien sûr, est loin d'être suffisant aux yeux de la loi SRU, c'est-à-dire qu'il nous imposerait entre 25 et 30%, mais malheureusement, le foncier n'est pas disponible. Il nous restera à peu près 6 hectares lorsque les ateliers municipaux déménageront du quartier de Bellon pour aller vers Querquesso, où là, on pourra refaire quelques logements aussi à cet endroit. Et puis, dans une zone tendue comme la nôtre, nous allons pouvoir aussi avoir des aides supplémentaires, en tout cas un regard plus attentif de l'État, notamment en termes de prêts à l'accession, à la propriété. Et puis aussi, je vois parfois un nouveau style de taux zéro hein, qui permet d'avoir une accessibilité au logement plus facile. Plein de projets en la matière, et puis nous réfléchissons encore à d'autres pistes, et notamment celle de pouvoir aider à rénover des logements qui sont vacants aujourd'hui. Et c'est vrai que sur un territoire comme le nôtre, avoir des logements vacants, c'est désolant parce que nous avons besoin de loger ceux qui vivent à l'année, ceux qui travaillent à l'année, au-delà de ceux qui veulent seulement venir pour la saison. Donc voilà un petit peu les projets. On en aura d'autres et on aura l'occasion, bien sûr, de pouvoir échanger sur ces sujets dans les semaines et les mois à venir. Mais en tout cas, nous sommes très vigilants à ce que chacun des quartiers puisse accueillir des logements nouveaux. Je pense au Guésy, bien sûr. Je pense à Bellon, je pense qu'à Escoublac, où là encore, il reste quelques fonciers. Et de ce fait-là, on a la possibilité de pouvoir avoir des projets immobiliers avec des taux aujourd'hui qui sont quand même assez élevés et donc qui n'aident pas non plus à l'accessibilité au logement. Alors peut-être autre question
de Gênes Murat, je ne sais pas s'il est général. Bonjour Monsieur le maire, en 2022, vous avez organisé une réunion de concertation avec les résidents de La Baule-les-Pins à propos de la zone bleue. Tous les habitants côté avenue La Jarriche vers la gare étaient contre, puisque cette zone est résidentielle. Vous n'en avez pas tenu compte. On ne peut plus se garer dans les rues adjacentes. Nous n'avons pas tous un garage, car les travailleurs viennent s'y poser tous les jours. C'est pire l'été. Nous demandons de nous écouter en supprimant ces zones bleues de la place des Palmiers, avenue Sarah Bernard, Edmond-Rostand. Alors, le stationnement, c'est un enjeu important. Nous avons fait le test de la zone bleue sur 2 quartiers, à la fois Escoublac et La Jarige. Le fait est, c'est que les commerçants et les résidents nous demandent aussi de la rotation. Et c'est vrai que la rotation, elle est indispensable parce que sinon, vous avez des voitures ventouses qui s'installent plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines, et ce qui pose aussi des problèmes de stationnement. Donc la zone bleue, c'est une zone de tolérance où, en fin de compte, vous avez un temps imparti. Cette zone bleue, nous la confirmons sur le quartier La Jarige et nous la confirmons sur le quartier d'Escoublac. Nous avons vu à la fois les résidents et à la fois les commerçants pour permettre justement d'avoir de la rotation. Cette rotation, c'est vrai, très demandée l'été, parce que vous imaginez bien, et vous le savez vous qui y habitez, vous avez besoin d'avoir des places en permanence. Alors là où malheureusement je suis face au même problème que vous, c'est que quand vous avez un logement, si vous avez une voiture, il faut trouver un logement pour la voiture et pour vous. C'est-à-dire qu'il faut vous loger vous, mais il faut aussi loger votre voiture. Et ça fait partie des enjeux. Nous ne pouvons pas. La voie publique appartient à tout le monde. Elle n'appartient pas uniquement aux résidents qui habitent là. Et d'autant plus, ils n'ont pas à y loger en permanence leur voiture. Il faut trouver un endroit pour pouvoir loger votre voiture. Et ça, c'est sans doute l'enjeu le plus compliqué pour vous. Mais vous imaginez bien que nous, on a besoin de beaucoup de rotation. Alors, cette rotation-là, elle est saisonnière, comme vous le savez, parce que l'hiver, il y a beaucoup plus de places que l'été. J'imagine que l'hiver, vous êtes moins confronté à ces difficultés de trouver des places que l'été. Mais l'été, la rotation, elle est indispensable. Et c'est vrai que dans des zones comme le quartier La Jarige, où il y a moins de parking, il y a moins de zones pour pouvoir stationner, on rencontre ces difficultés. Mais moi, ce que je veux à tout prix, c'est ne pas avoir des véhicules tampons toute la journée qui vont créer les mêmes problèmes que ceux que vous rencontrez. Donc au moins la zone bleue, ça permet plus de rotation. Voilà ce qui a été décidé. Et puis au-delà de ça, sur le stationnement, on a décidé d'un prix unique pour pouvoir avoir des stationnements toute l'année. C'est 15 € par mois, et ce qui permet pour vous de pouvoir aussi, dans les zones très denses, de pouvoir se garer avec un abonnement relativement peu cher par rapport aux tarifs qui sont notamment appliqués dans d'autres communes similaires aux nôtres. Alors, Monsieur Alain de Saint-Fargeau. Bonjour Monsieur le maire, l'avenue de Lattre a été rénovée l'hiver dernier. Hélas, après chaque épisode pluvieux, on constate des flaques d'eau importantes rendant impossible de traverser à certains endroits, notamment entre la boulangerie de la baie et la bibliothèque. Peut-on faire quelque chose? Oui, on va envoyer les services pour voir ça. Bon, je vous rappelle quand même que l'avenue de Lattre, elle est mieux maintenant qu'elle l'était auparavant. On a mis 1 million d'euros pour la refaire. Il nous reste encore un petit bout à terminer jusqu'à l'avenue Olivier Guichard. Et aussi, nous ferons quelques rues adjacentes, et je pense notamment à l'avenue Capitaine Rochat, qui enfin doit être faite pour le premier semestre prochain. Mais on attendait la fin des projets immobiliers et notamment des projets qui avaient lieu autour de l'avenue des Ondines. Donc de ce fait-là, on a refait cette avenue de Lattre. On va vérifier si des problèmes de flaques d'eau, je dirais, sont récurrents. Et puis à partir de ce moment-là, on corrigera. Mais dites-vous bien quand même que l'avenue de Lattre est beaucoup mieux aujourd'hui qu'elle l'était auparavant. Alors, autre question de Anne Avré, du Grand Clos. Je me permets ce message concernant les sacs à déchets verts. J'ai bien conscience que d'avoir ces sacs est déjà un plus, mais il est bien dommage que le nombre de sacs distribués soit le même pour les résidents en vacances et les résidents à l'année. Alors, d'abord, je vous rappelle quand même que la compétence sur les déchets, c'est la compétence de l'intercommunalité. L'intercommunalité ne distribue pas ces sacs. Donc nous avons pris l'initiative de continuer à distribuer des sacs déchets parce qu'on estime que comme on a une ville qui a plus de 70 000 arbres et qu'une bonne partie ces arbres-là et notamment leurs conséquences, c'est-à-dire les épines de pin et tout ce qui a ramassé se font par les particuliers, c'est normal qu'on les soutienne dans leur action de nettoyage d'une façon ou d'une autre et qu'on distribue ces sacs. C'est un coût relativement important pour la ville, mais je pense qu'il faut continuer à le faire. Alors, on a une règle globale, c'est-à-dire qu'on n'applique pas une règle pour les saisonniers et les non-saisonniers. D'abord, je vous rappelle que ceux qui viennent que 3 mois de l'année, ils payent de l'impôt sur toute l'année. Donc, ils ont autant le droit à des sacs que ceux qui sont à l'année. Mais le fait est, c'est qu'on ne peut pas faire 2 règles différentes.
Donc, cela dit, si vous avez besoin parfois plus de sacs, on le regarde, et notamment, on l'a vu sur la période de tempête que nous venons de subir, on a essayé de mettre plus de sacs en circulation pour permettre justement de soutenir tous ceux qui avaient beaucoup de ramassage à faire. Mais le fait est, c'est qu'à un moment donné, il faut que tout le monde puisse avoir des sacs. Et je pense que nous sommes une des rares villes encore à maintenir cette offre-là. Et c'est une offre utile pour l'ensemble des Baulois qui entretiennent leur maison. Alors, Joël Verguin, avenue Victor Duruy, sur le square Drevet, il a été mis des barrières alors qu'il serait mieux d'y mettre un petit massif. Écoutez, on va regarder ça, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Ça fait partie, vous voyez, de la richesse des échanges de ce type. Vous nous soumettez cette idée-là, on va regarder si c'est possible et si le petit massif peut aussi avoir un rôle de barrière, parce que c'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'il faut à tout prix pouvoir protéger des zones. Marine Buquet, bonjour monsieur le maire. La Baule est une ville très attractive l'été. De quelle manière souhaitez dynamiser la ville pendant les autres périodes de l'année? Avez-vous un souhait de dynamiser la ville pour les plus jeunes professionnels? Merci beaucoup. Oh, écoutez, je pense vraiment qu'on est passé d'une station balnéaire à une ville balnéaire à l'année. De fait, d'abord parce qu'on est reconnu comme une grande ville. Nous sommes maintenant la deuxième ville du département après Nantes en termes de classement. Saint-Nazaire est classé 71 000, nous sommes classés 80 000 habitants par notre surclassement. Et puis le fait est, c'est que vous avez quasiment des animations tous les week-ends. Je dirais même, vous avez des animations tous les week-ends. Donc, alors c'est des animations pour les plus ou moins jeunes, pour les plus ou moins âgés, mais en tout cas, il y a des animations tous les week-ends. On continue cette animation, et vraiment, l'idée de l'équipe municipale et de tous ceux qui sont élus, c'est de pouvoir faire des animations pour toutes les générations. Et c'est vrai que vous voyez, que ce soit dans les programmations culturelles, que ce soit dans les programmations sportives, que ce soit dans les programmations de la ville en permanence, à chaque fois, nous sommes préoccupés pour mettre de l'animation toute l'année. Il est vrai que parfois, il y a des week-ends où il y a peut-être plus d'animation pour les moins jeunes et moins d'animation pour les plus jeunes. Mais en tout cas, à chaque fois, sur l'équilibre de l'année, on y arrive. Donc dites-vous bien qu'on est très vigilant là-dessus et puis on continue nos animations. Regardez, en fin d'année, nous remettons la luge place de la Victoire. C'est pour les plus ou moins jeunes et plus ou moins âgés, parce que tout le monde est intéressé par ce type d'activité. On a préféré choisir la luge plutôt que la patinoire, parce que c'est vrai que la patinoire concernait moins de monde et elle était moins fréquentée. Mais voilà, donc à chaque fois, on essaye d'avoir des animations qui concernent toutes les générations. Alors, autre question. Anne Avray du Grand Clos. Autre sujet, c'est la deuxième question. Le parking le long de l'Étier, proche d'Atlantia, avait pendant un moment une barrière limitant l'accès à certains véhicules, notamment pour les camping-cars. Cette barre a disparu depuis très longtemps et des camping-cars et autres vannes viennent y stationner durant plusieurs jours, façon ventouse, laissant parfois des déchets derrière eux. Merci pour votre retour. Écoutez, honnêtement, je n'avais pas cette information. Je suis surpris parce que les camping-caristes ont maintenant leur zone qui fonctionne très bien, comme vous le savez, le long de l'Étier à la hauteur du stade Moreau-des-Farges. Et ça fonctionne tellement bien qu'on refuse même des visiteurs. Alors le fait est, c'est que peut-être que d'autres personnes s'installent autre part, donc il faut qu'on vérifie ça, parce que ça, c'est la police municipale qui peut le gérer. Et à partir de ce moment-là, si il y a une barrière qui a été retirée, pourquoi pas la remettre pour justement éviter ces difficultés. Autre question de Alain de Saint-Ferjot. Pourriez-vous intervenir auprès de Cap Atlantique pour leur demander d'envisager un passage des poubelles jaunes une fois par semaine au lieu de 2 fois par mois? Ce n'est pas suffisant vu la masse des déchets. Eh bien, écoutez, monsieur de Saint-Ferjot, c'est fait. Nous allons mettre en place très prochainement une rotation plus importante des poubelles jaunes pour permettre de répondre à un succès en fin de compte. C'est que les gens trient mieux. Les Baulois trient mieux, et donc il faut leur donner plus de poubelles jaunes, donc plus de rotation de poubelles jaunes, peut-être un petit peu moins de rotation de poubelles vertes, parce que je crois qu'on était 3 par semaine, ce qui était beaucoup, et de ce fait-là, on aura plus de rotation de poubelles jaunes. On vous donnera les détails dans quelques semaines, mais ça devrait être effectif rapidement. Alors, autre question de Fanfano. Sur les éoliennes, vous répondez quoi d'avoir foutu en l'air toute la région? Écoutez, d'abord, ce n'est pas nous qui avons foutu en l'air toute la région. Comme vous le savez, c'est un problème important. Nous sommes en sous-capacité énergétique. Et ce n'est pas moi qui ai provoqué cette situation. Cette situation, elle a été provoquée par des décisions dans les années 70 du fait que nous n'avons pas accepté de centrales nucléaires sur tout le Grand Ouest. Et donc, que ce soit en Bretagne ou dans les Pays de la Loire, nous sommes la seule région de ce fait-là, du Grand Ouest, à ne pas avoir de centrale nucléaire. Donc, nous sommes en sous-capacité énergétique.
Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y a eu le Grenelle de l'environnement dans les années 2007-2008, il a été décidé de compenser cette sous-capacité par des parcs éoliens. Des parcs éoliens, bien sûr, on en faisait partie des régions qui étaient susceptibles de les recevoir, étant donné notre situation géographique et notre sous-capacité énergétique. Donc c'est, comme je le dis souvent, c'est un mal nécessaire, mais ce parc éolien va produire plus de 20%, il produit, hein, même produit bien, vu le vent, produit plus de 20% de la capacité, de la demande énergétique du département de Loire-Atlantique, ce qui est beaucoup. Alors c'est vrai que ça a permis de transformer malheureusement une côte sauvage en côte industrielle. Et je le regrette, mais on paye toujours l'addition de non-décision, comme on paiera l'addition de la non-réalisation de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, parce qu'à un moment donné, il faudra bien trouver des zones pour pouvoir atterrir et décoller, surtout quand on a un territoire aussi attractif que le nôtre, comme je vous disais tout à l'heure. La région des Pays de la Loire, c'est 30 000 habitants supplémentaires par an. Ce qui est un succès, et tant mieux. Mais il faut y adosser des infrastructures énergétiques, de transport. Et de ce fait-là, ces éoliennes-là, c'est un mal nécessaire. Et donc, du même coup, on se bat aussi sur la taxe éolienne, parce qu'on a besoin d'avoir une rétribution en la matière. C'est un combat qui n'est pas terminé, mais sur lequel nous sommes tous déterminés, notamment les communes les plus touchées visuellement par ce parc éolien. Je pense notamment au Croisic et à Bas-sur-Mer, et en partie aussi au Pouilly. Donc voilà, donc c'est un enjeu énergétique. J'étais avec la présidente de région en fin d'année dernière, à peu près à la même période, dans les pays du Nord, pour voir ce qu'étaient les parcs éoliens flottants, qui sont une solution, notamment parce que c'est beaucoup plus loin et beaucoup plus éloigné des côtes. Hein. Nous sommes à près de 30 km des côtes minimum, alors que là, les éoliennes sont au plus proche à 12 km. Et ça permet d'éviter, bien sûr, la pollution visuelle, mais ça a d'autres conséquences, notamment pour nos pêcheurs, parce qu'on se met dans des zones de pêche lorsque vous éloignez les parcs éoliens. Ce sont des parcs éoliens beaucoup plus grands, parce que la distance entre chaque mât est aussi très importante. Donc voilà, donc tout ça, ce sont des enjeux sur lesquels nous travaillons. J'ai rencontré le président de la République cette semaine. Vous savez qu'il est venu à Nantes dans le cadre des assises pour l'économie de la mer. Et on a pu échanger sur ces sujets-là. Il en est très conscient lui aussi, même s'il veut aussi étendre des parcs éoliens, parce qu'on a besoin de cette capacité énergétique, qui est une énergie alternative. Tout le monde est toujours pour les énergies alternatives, mais pas toujours auprès de chez soi. Et donc, du même coup, nous aurons sans doute d'autres parcs éoliens, pas ici, mais je pense notamment sur le territoire de Vendée, qui a aussi besoin d'énergie au quotidien. Alors, autre question. Aurélie Durand. Bonjour, on nous sensibilise de plus en plus sur la transition écologique afin de consommer de manière plus responsable, plus verte. Certaines communes vont dans ce sens et octroient des baisses de taxes foncières aux propriétaires réalisant des travaux énergétiques. Quelle en est pour la ville de La Baule? Pourquoi ne s'est-il pas inscrit dans cette démarche? Nous sommes inscrits dans cette démarche pour la simple et bonne raison, c'est comme vous le savez, nous avons rehaussé la taxe notamment sur les locations meublées saisonnières. Nous l'avons monté à 5%, ce qui va nous permettre d'avoir une enveloppe budgétaire que nous allons pouvoir consacrer notamment à l'aide à la rénovation énergétique, notamment des appartements ou des maisons vacantes, parce que là aussi, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en manque de logements et nous avons besoin de faire vivre tous nos logements sur La Baule. Il ne faut pas qu'il y ait de logements qui soient fermés à l'année. Et donc de ce fait-là, on travaille en ce moment sur justement un fonds qui permettrait d'accompagner ces rénovations et surtout remettre dans la boucle, dans le circuit, des logements pour justement avoir plus de logements encore disponibles, notamment pour les gens qui viennent vivre à l'année, parce que comme vous savez, les locations à l'année, par exemple, ici, sont très difficiles à trouver. Alors, question de Florent LVP. Alors, bonjour Monsieur le maire, connaissez-vous la raison pour laquelle le chantier de l'Hermione au Ghézy est à l'abandon? Merci pour votre réponse. Franchement, ça fait partie des sujets sur lesquels nous sommes très tendus et je dirais même très énervés à l'endroit de Francelot, qui a pris énormément de retard sur ce projet. C'était un projet qui avait été lancé dans la mandature précédente. Ils ne sont pas au rendez-vous des délais qu'ils s'étaient imposés. Alors, il y a eu des bonnes raisons, je pense notamment à la période Covid, mais il y a aussi des mauvaises raisons, parce que quand on gère un chantier, on le livre, si ce n'est à la date, au moins aux dates espérées, parce qu'il y a des gens qui ont des emprunts. Donc, nous mettons la pression sur Francelot pour permettre
que ces chantiers soient livrés, si ce n'est à temps, en tout cas dans des délais impartis qui ne permettent pas non plus des préjudices à ces futurs propriétaires qui vont habiter dans ce quartier très agréable de l'Hermione, où certains déjà vivent et, je crois, rencontrent une vie quotidienne agréable. Alors, toujours Alain de Saint-Ferjot, bah, décidément, compte tenu des Jeux Olympiques, de nombreuses forces de police seront réquisitionnées cet été. Comment envisagez-vous d'assurer la sécurité cet été à La Baule? C'est un enjeu. Je suis intervenu auprès du ministre de l'Intérieur pour lui demander quand même d'avoir un regard plutôt attentif sur les communes littorales, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, il ne compte pas nous apporter de renforts de compagnie républicaine, ce que je ne pourrais pas admettre parce que nous en avons quand même en partie besoin, d'autant plus que j'apprends au quotidien que de plus en plus de Parisiens vont revenir dans nos villes pour pouvoir vivre un été agréable et ne pas être dans, je dirais, le marasme de l'organisation des JO. Donc on va avoir encore plus de population ici et on va avoir moins de forces mobiles, ce qui semble assez cohérent en termes de gestion de l'ordre public. Donc il va falloir qu'à un moment donné, il y ait une prise de conscience des autorités pour permettre aussi de penser à nos villes qui vont être plus fréquentées que d'habitude du fait des Jeux Olympiques à Paris. Je pense notamment bien sûr à nous, mais toutes les villes littorales, que ce soit les Sables d'Olonne ou d'autres communes du littoral atlantique. Donc il faut que là, à un moment donné, il y ait une prise de conscience de la part des autorités pour bien sûr essayer de compenser d'une façon ou d'une autre. Et puis nous, de notre côté, nous aurons aussi notre police municipale et de ce fait-là, je ne regrette pas d'avoir recruté parce qu'elle est présente, elle sera présente sur le terrain et puis aussi sans doute de la force privée pour permettre de compenser le manquement malheureux de l'État. Alors toujours, monsieur Général, je pense Murat, ou Jeanne Murat, dans le cadre du plan climat, quel est votre avis sur l'obligation des copropriétés de prévoir un projet pluriannuel de travaux pour 2025? Écoutez, moi je pense que c'est une bonne chose. Il faut que tout le monde se mette à travailler sur les enjeux notamment de travaux et notamment de travaux de rénovation. Donc c'est important. Là aussi, il y a des raisons bien sûr environnementales, mais il y a aussi des raisons d'investissement. On ne peut pas laisser l'ensemble de nos, je dirais, habitations se dépérir au fur et à mesure du temps. Donc c'est l'entretien au quotidien, et c'est vrai que les habitants baulois le font particulièrement. C'est important de se l'imposer. Alors après, les délais, c'est à vous de voir, et s'il faut intervenir auprès de l'État, on pourra en discuter ensemble. Alors, Alain Charles, bonjour monsieur le maire, est-il possible de réguler le fameux hélicoptère rouge et blanc des éoliennes qui fait plusieurs allers-retours par jour au-dessus de chez nous, et ce le week-end? Et ce même le week-end. Oui, on le régule déjà. Comme vous le savez, cet hélicoptère permet une surveillance du parc éolien lorsque les bateaux ne peuvent pas s'y rendre, notamment lors de jours de mauvais temps. Et c'est vrai qu'ils sont intervenus plus souvent ces dernières semaines, étant donné que le mauvais temps était très présent sur la presqu'île. On est très attentif à ça. On peut aussi penser que ces voyages aller-retour soient moins intenses lorsque la météo est positive. Et donc, on est tout à fait attentif aux allers-retours de cette compagnie. Mais dites-vous bien que ça fait partie aussi des services que peuvent apporter un aérodrome à proximité d'un parc éolien. À partir du moment où on considère que cet aérodrome est utile, il faut qu'il ait une fréquentation mesurée, maîtrisée, mais une fréquentation. Alors, Joël Verguin, les radars anti-bruit seront-ils installés de façon pérenne? J'attends tout simplement l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Comme vous le savez, nous avons des radars anti-bruit, qui sont assez efficaces. La seule chose, c'est que je ne peux pas sanctionner tant que je n'ai pas l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Et aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. Donc, nous attendons les décisions de l'Intérieur pour permettre de verbaliser avec ces radars anti-bruit. Michel Ruff du Gezi. Bonjour monsieur le maire, y aura-t-il une salle de spectacle construite dans le quartier d'Escoublac? Alors c'est bien, vous en avez une dans le quartier du Gezi, mais quartier d'Escoublac, nous avons le projet de faire une salle municipale, notamment destinée à du théâtre, mais aussi à une salle polyvalente, dans le cadre du programme des 180 logements qui seront construits au Ménigot, à Escoublac. Et donc je compte avoir une salle
qui puissent avoir, vous savez, des sièges rétractables, comme vous avez dans certaines communes de la presqu'île. Je pense à ces sièges qui rentrent dans les murs. Donc ça permet d'avoir à la fois une salle de théâtre agréable et de spectacle assis, et puis une salle polyvalente. Nous en avons besoin dans ce quartier parce que la simple petite maison qui est en face de la mairie annexe d'Escoublac ne suffit pas, la maison des associations. Donc il faut une salle, et c'est dans le projet Ménigo pour les années à venir. Alors, autre question de Fabienne Dupuis, quartier de la Gare. Bonjour. Suite à votre invitation à poser des questions à Monsieur le maire, voici 2 questions. Alors, la première, j'en ai fait la demande moult fois, mais cela est à l'évidence resté sans réponse. Serait-il possible de faire placer des anneaux aux portes des halles du marché de la Baule afin de pouvoir y accrocher les laisses de nos chiens pour laisser nos animaux en dehors de l'espace couvert puisqu'ils y sont autorisés? C'est une excellente idée, Fabienne. Je la prends donc clairement pour nous, et je ne savais pas qu'il n'y en avait pas. On va la mettre en place. Vous savez, on a notamment une conseillère municipale qui s'occupe plus particulièrement du bien-être animal. Et donc de ce fait-là, ça fait partie aussi de nos missions. Je pense que les animaux sont dans notre vie quotidienne. On a même le projet qui avance de faire un cimetière pour animaux, pas loin justement du quartier d'Escoublac. En tout cas, moi je tiens à ce qu'on puisse justement pouvoir accrocher ces animaux à l'entrée de la halle Gatien-Meunier. Je pense que c'est une bonne chose, et donc on va tâcher d'établir ça prochainement. Alors, deuxième question. Habitant le quartier de la Gare, je souhaiterais végétaliser plantes et même arbres sur l'avenue Clémenceau, mon trottoir, et aimerais par conséquent savoir ce que la mairie a mis en place. Conseils sur les plantes, fixation des jardinières, emplacement spécifique sur les trottoirs. Je vous remercie par avance du temps que vous accordez à mes questions. Alors, madame, d'abord sur la végétalisation de la ville. Vous avez la possibilité de rentrer en contact, bien sûr, avec le service d'espace vert. Il y a la semaine de l'arbre que nous venons d'avoir, qui est chaque année et qui permet des conseils. Hein. Vous pouvez aussi participer au concours des villes et villages fleuris à la Baule, ce qui vous permettra aussi de mettre en valeur ce que vous arrivez à réaliser. Et concernant plus particulièrement, bien sûr, l'avenue Georges Clémenceau, vous savez que nous avons le projet qui avance, hein, ça y est, de pouvoir mettre sur l'espace qui est aujourd'hui désert à la fois l'hôtel de police municipal et l'espace de solidarité du département. Là, nous venons de commencer à avoir le retour des architectes, donc ça va être intéressant de voir quel projet va pouvoir être retenu. Donc nous avançons bien et dans les délais impartis. Et puis à partir de ce moment-là, nous allons végétaliser beaucoup plus ce secteur, notamment bien sûr sur les trottoirs, mais aussi sur cette zone-là. C'est vrai que l'avenue Clémenceau manque de végétalisation, à part le petit square qui est en face de la gare. Et donc de ce fait-là, on va continuer la végétalisation de cette avenue qui est très fréquentée, parce que c'est une avenue d'accès bien sûr au centre de la ville. Alphonse Voisin, depuis 6-7 ans, quand j'ouvre les volets le matin, le spectacle que je découvre est un bateau qui n'a jamais bougé la pollution. Il est sale, la remorque rouille et les pneus dans un triste état. Que pouvez-vous faire? Alors, je ne sais pas où vous êtes installé. Si c'est le cas, peut-être que vous êtes installé dans un quartier où il y a ce bateau sur un lieu privé ou un lieu public. Déjà, il faudrait le savoir. Si c'est sur un lieu privé, malheureusement, je peux faire peu d'interventions. Si c'est sur un lieu public, je dois intervenir. Et donc, de ce fait-là, il faudra me préciser ce qu'il en est. Si c'est sur un lieu public, bien sûr, nous interviendrons, parce qu'on ne peut pas laisser des épaves sur la voie publique. Quand c'est un lieu privé, c'est plus compliqué. Là, c'est un échange entre voisinage. Parce qu'en général, nous, on ne peut pas intervenir, bien sûr, sur un lieu privé, sauf si ça a des conséquences en matière d'environnement. Et donc là, il faudra qu'on regarde en détail. Autre question de Alan Lecointre, avenue des Ondines. Bonjour, j'aimerais vous poser 2 petites questions. Il n'y a jamais de petites questions. En général, c'est des longues questions. Je suis une personne à mobilité réduite et j'habite avenue des Ondines. Je souhaiterais savoir si vous avez besoin de refaire cette rue, mais également la rue du Capitaine Rochat, où la route est complètement inadaptée pour la circulation. Vous avez totalement raison sur l'avenue du Capitaine Rochat. Donc sur, comme je le disais tout à l'heure, hein, on va finir les travaux là. Donc ça y est, on a fini l'avenue de l'Âtre quasiment. Et puis on va refaire l'avenue du Capitaine Rochat, c'est pour le premier semestre de l'année prochaine. On attendait la fin des travaux, notamment des immeubles du promoteur Giboire, qui était à l'intersection entre l'avenue des Ondines et l'avenue du Capitaine Rochat. Et donc de ce fait-là, nous aurons là une belle avenue qui sera refaite.
Ensuite, vous avez le pont Chevrel et vous avez vu qu'on a fait un petit lieu avec une fontaine qu'on va sans doute rénover. Je vous annonce même qu'on devrait avoir une fontaine Valas à cet endroit-là, une belle fontaine Valas. Vous savez que le créateur de la fontaine Valas est un Nantais et je serais très heureux de pouvoir accueillir à l'endroit où il y a une petite fontaine momentanée, une grande fontaine Valas là dans cette entrée de ville. Donc vous voyez, tout ce quartier-là va être refait. On a laissé un peu plus de place, notamment à l'Institut de beauté, pour qu'il puisse ranger ses voitures. Vous ayez aussi moins d'encombrement en termes de stationnement. Donc c'est un quartier qu'on finit et qui va être très sympathique parce que franchement là maintenant on va plus bouger, les immeubles sont en partie neufs, les restos du cœur restent là et donc tout ça fait que c'est un quartier très agréable. Alors autre question de Denis P, quartier du Garden j'imagine. Bonjour Monsieur l'ouvrier, pourriez-vous revenir sur cette histoire de zonage concernant le logement? Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Oui, vous avez raison, c'est compliqué. J'en ai parlé en préambule du conseil municipal il y a quelques jours. En gros, si vous voulez, s'il faut simplifier les choses, l'État, après notre surclassement de 80-150 000, nous considère en zone très tendue, c'est-à-dire en matière de logement. Et ils n'ont pas tort. Et donc, de ce fait-là, cette zone très tendue amène à ce que nous allons avoir plus de facilité à l'accession à la propriété et notamment aussi pour favoriser la construction de logements locatifs privés. Donc c'est ça l'ambition de ce surclassement d'une certaine façon, c'est de pouvoir avoir accès à des prêts à taux zéro, à un bail réel solidaire, à des aides à l'accession, à des aides relatives à l'investissement locatif, etc., etc., ce qu'on appelle la loi Pinel. Donc voilà, ce classement-là va permettre d'avoir plus d'accessibilité. Je ne dis pas que c'est une règle d'or qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de logements, mais en tout cas, plus d'accessibilité au logement, ce qui est important. Autre question de Maël Vinet. Bonjour Monsieur le maire, je voudrais savoir comment vous réussissez à gérer l'augmentation de la population et quelle est la population cible qui s'installe à La Baule. Merci beaucoup. Alors ça, c'est une question à la fois large et compliquée. D'abord, nous, on a une capacité de passer de 18 000 habitants à 180 000. C'est la raison pour laquelle on est classé 80 000 habitants. Ça, c'est la première chose. Cette capacité d'absorption, elle est du fait qu'on a beaucoup de résidents secondaires qui deviennent de plus en plus résidents principaux. Donc là, ça répond déjà à votre première question. Donc, notre augmentation de la population, c'est beaucoup de gens qui étaient résidents secondaires et qui deviennent résidents principaux, qui viennent de Nantes, qui viennent de la région francilienne, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'augmentation de la population, elle est due aussi en partie à des gens qui viennent travailler et vivre au pays des vacances, comme on dit, c'est-à-dire qui veulent profiter de la qualité de vie de notre commune. Et de ce fait-là, ils s'y installent avec des logements que nous construisons au fur et à mesure du temps. Alors bien sûr avec un rythme relativement lent parce que la disponibilité foncière est très faible. Hein. Nous sommes coincés entre l'océan Atlantique, le parc naturel régional Le Brière, les zones agricoles qu'il faut protéger, avec la loi littorale. Et donc tout ça fait qu'on est très contraint, mais on continue à avoir de plus en plus d'habitants qui viennent et notamment rechercher la qualité de vie. Sophie Louveau, quelle densité de population visez-vous? Je ne vise pas une densité importante, mais dites-vous bien qu'on est 18 000 habitants l'hiver. Si on passe à 20 ou 22 000, franchement, c'est la ligne du trait, on ne s'en rend pas compte. La preuve, c'est que l'été, on est 180 000. Mais par contre, ça crée une économie à l'année. C'est-à-dire que notre ville vit beaucoup plus à l'année. Et on le voit bien, il y a de plus en plus de gens qui viennent à l'année ou qui viennent sur des semaines, je dirais, entre le jeudi et le lundi. Donc de ce fait-là, ça nous permet d'augmenter notre population de façon forte, tout en absorbant relativement de façon facile cette population, parce que nous sommes capables d'en absorber 180 000 l'été. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que on est passé de station balnéaire à ville balnéaire à l'année, où vous voyez bien, les commerces fonctionnent en général bien aussi hors des périodes de saison, ce qu'on appelle les ailes de saison. Et vous voyez notamment avec l'arrivée du Noël magique et des illuminations le 14 décembre, la ville est très fréquentée. Et c'est un élément important aussi. L'hiver, à Noël, à La Baule, il y a 20 ans, c'était beaucoup plus désert. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'animation. Toujours, monsieur Alain de Saint-Fer, je ferai que je réponde à tous les autres aussi. Depuis la rénovation de l'âtre, les véhicules roulent trop vite. Peut-on envisager des ralentisseurs et autres mesures y remédier?
ce sera ma dernière question. Non, non, je ne vous reproche pas de poser des questions. Au contraire, ça fait pour ça. Promis cette fois. Oui, alors c'est tout c'est tout l'inconvénient de refaire des routes. Quand elles sont bien, ça devient une partie de billard et les gens roulent vite. Donc nous allons être vigilants là-dessus et voir quelles sont les adaptations qu'on va pouvoir mettre, si c'est éventuellement ce qu'on appelle des dodanes, si c'est éventuellement des zones de ralentissement qui permettent justement de créer les effets de paroi où les gens roulent moins vite. Mais c'est l'inconvénient de faire des routes en bon état, c'est que les gens du même coup pensent qu'on peut y rouler plus vite. Je vous rappelle que la limitation est limitée à 50 km/h et à 30 sur d'autres endroits. Autre question. Didier Izikel. Il faudrait des ralentisseurs entre la place des Palmiers et l'église Sainte-Thérèse, trop grande vitesse et bruit d'échappement libre, moto et scooter. Là, vous avez deux questions en une. D'abord, le bruit. J'attends toujours la validation de la part du ministère de l'Intérieur du radar, comme je le disais tout à l'heure, des radars anti-bruit. Et puis, il y a des contrôles de plus en plus importants de la police municipale en la matière. D'autant plus que les voitures s'électrisent. Donc, du même coup, font moins de bruit. Donc, on entend encore plus les moteurs et les scooters qui sont trafiqués. Donc ça, c'est un enjeu. Et puis, les ralentisseurs entre la place des Palmiers et l'église Sainte-Thérèse, je sais, on a refait bien ce quartier. Attention ralentisseurs, ce n'est pas la solution idéale, je vous le dis, parce que ça fait du bruit aussi, la ralentisseur, parce que les gens freinent ou accélèrent. Donc, parfois, il faut mieux mettre des chicanes, par exemple, qui permettent de faire ralentir sans pour autant créer cet effet de freinage et d'accélération. Donc voilà, donc on étudie ça au fur et à mesure avec Xavier Lequéré qui est en charge de ça pour la voirie. Je peux vous assurer, à chaque fois, c'est du coût humain au kilomètre, hein, parce que les solutions à apporter ne sont pas toujours les mêmes dans chacun des quartiers, même parfois même dans le même quartier, dans chacune des avenues. Alors, toujours Monsieur Murat, il faut que je change parce que sinon je vais en avoir d'autres. Monsieur le maire, surtout pouvez-vous conserver la couleur verte à la future Fontaine Valas? Ce sera ma dernière intervention. Oui, mais d'abord, elle est verte par essence, la Fontaine Valas. Elle est pas bleue, elle est pas rouge, elle est verte. Donc, c'est justement agréable d'avoir. C'est une forme de petit monument, hein, une Fontaine Valas. C'est un investissement, mais au regard du projet de Chevrel, nous avions, je dirais, une petite poire pour la soif pour permettre d'avoir ces touches culturelles et agréables à cet endroit. Alors, la mairie, alors l'ENA, la mairie va-t-elle faire le point avec la société Francelot concernant les résidences toujours en travaux, pas l'électricité? J'ai répondu à cette question-là il y a quelques minutes, hein. Nous sommes en contact direct avec la société Francelot. Moi, je pense qu'il faut utiliser tous les voies et les moyens, je vous le dis, notamment pour les futurs propriétaires, pour mettre pression sur la société Francelot. La situation aujourd'hui est inadmissible. C'est pas acceptable qu'on ait un quartier qui soit ralenti, alors que c'est quand même des dizaines de logements et des dizaines de propriétaires qui attendent. Alors, autre question. Serge Bellamy, de la Baule-les-Pins. Bonjour, monsieur le maire. Je n'ai pas de questions. Ah, je voulais juste vous manifester ma satisfaction, vous féliciter. Merci beaucoup. Annexe de mairie, couverture des Dryades, avenue La Jariche qui voit des commerces rouvrir et pas des agences immobilières, mais des commerces de bouche, navettes interquartier, animation quasiment toute l'année. Merci beaucoup, Serge. Écoutez, bravo. Vous avez redonné à la ville la vie, de la vie à la ville, surtout dans mon cher quartier de l'avenue Jarry, où je passe une retraite encore plus heureuse depuis quelques années. Je vous adresse un immense merci. Bah, écoutez, merci, merci beaucoup Serge. C'est vrai que l'avenue Jarry était un enjeu, rappelez-vous, encore il y a 3-4 ans. Vous étiez nombreux à nous dire que l'animation n'était pas assez forte dans cette avenue. Et là, je trouve que vraiment, elle a une seconde vie, du fait aussi des terrasses que nous avons rajoutées, je vous rappelle, au début de ce mandat, qui a permis de créer une animation supplémentaire. Du fait aussi d'un quartier qui a accueilli de plus en plus de commerces de bouche, du fait aussi d'un entretien de cette avenue qui est parfait et de son marché qui est ponctuel, mais qui arrive aussi à animer le quartier en permanence. Non, non, c'est un beau quartier sur lequel nous vivons. On a des sujets de stationnement, on l'évoquait tout à l'heure, parce que nous n'avons pas beaucoup de zones de stationnement. Mais moi, je pousse encore tous ceux qui peuvent utiliser le vélo et le vélo électrique. Vous savez qu'on développe beaucoup la mobilité douce sur la ville. Lorsque vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Il fait beau plusieurs fois par jour l'hiver. Ici, vous voyez, il fait encore beau aujourd'hui. Et donc, n'hésitez pas à utiliser le dos. Alors, Didier Izikel, pouvez-vous me donner l'autorisation d'installer une antenne 5G à Nulage après un étude d'impact ne pas donner
sur la santé. Ce n'est pas moi qui la donne, je vous le dis clairement. Nous, d'abord, nous avons des antennes 5G sur les bâtiments publics, donc ça, c'est réglé. Mais sur les bâtiments privés, ce n'est pas la mairie qui l'autorise. Et de ce fait-là, c'est les copropriétés. Il y a des copropriétés qui l'acceptent, d'autres pas. Parfois, vous êtes les mêmes à me dire que la 5G n'est pas bonne aussi dans certains quartiers, notamment sur la Jarige. Donc c'est une décision, hein. La 5G, c'est un atout important pour notre commune. Ça permet aussi de meilleures connexions. Et si on échange aujourd'hui en distanciel, c'est parce que aussi nous avons de bonnes connexions technologiques. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment une décision qui est prise par la copropriété. Si la copropriété doit le rejeter, la copropriété doit le rejeter. Et en termes de, je dirais, de visibilité, c'est l'architecte des bâtiments de France qui l'autorise ou pas. Donc voilà, nous sommes à chaque fois vigilants là-dessus. Autre question de Janine Triard du secteur du centre. Monsieur le maire, cela devient une urgence vitale. Il est de plus en plus difficile de trouver un médecin traitant, et pas qu'à la Baule, mais dans l'ensemble de la presqu'île. Il se dit même qu'à Saint-Nazaire et Guérande, certains généralistes ne prennent même plus les enfants de leurs patients habituels. Depuis 2 ans, vous fanfaronnez, là vous exagérez un peu, avec la création d'une maison médicale avenue du Bois d'Amour, mais on ne voit toujours rien venir. Qu'en est-il en réalité? Une date d'ouverture est-elle prévue? Avez-vous déjà des médecins? Merci pour votre réponse. Alors madame, vous n'êtes pas au courant de tout, alors c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir échanger. D'abord, la maison médicale, lorsque je suis arrivé, elle partait en projet immobilier. Il n'y avait plus de médecins, plus de professionnels. Aujourd'hui, dans cette maison médicale, il y a 7 professionnels de santé. Alors, je dirais que ça ne suffit pas, et comme vous le dites à juste titre, le problème, d'abord, il est national, il n'est même pas que de la presqu'île. Comme vous savez, nous sommes en sous-capacité de couverture médicale à la Baule, sur la presqu'île, dans l'Ouest. Quand on prend 17 000 habitants par an, c'est une réalité, parce que nous n'avons pas assez de professionnels, notamment de médecins généralistes. Donc nous continuons notre effort à accueillir dans cette maison médicale des médecins généralistes, c'est le cas, parce qu'elle ne fait que progresser en termes d'accueil, mais nous sommes aussi vigilants sur le fait que nous devons avoir encore une meilleure couverture médicale. Et donc c'est le travail que nous faisons au quotidien, notamment avec toute l'équipe municipale, pour pouvoir accueillir de nouveaux professionnels, des généralistes, mais aussi des spécialistes. Et puis d'un autre côté, je viens de signer aussi une intervention auprès du ministre de la Santé et de la Prévention pour aussi qu'il soit vigilant à ce que SOS Médecins puisse couvrir pas uniquement la région nazérienne, mais l'ensemble de la presqu'île. Je vous rappelle que certaines communes ne sont plus couvertes par SOS Médecins, je pense notamment au Croisic. Nous, sur la Baule, pour l'instant, c'est le cas, nous sommes couverts, mais il y a des interrogations de la part de ces professionnels parce qu'ils ne sont pas assez rémunérés dans leurs déplacements. Donc, j'ai signé une intervention auprès du ministre pour pouvoir lui demander qu'il ait un œil particulièrement attentif à notre département, bien sûr, parce qu'il est en démographie positive et il est par contre en démographie médicale négative. Donc il faut vraiment que là, il y a une attention toute particulière de porter ici, parce que comme vous le savez, on a une population aussi âgée qui a besoin d'avoir une couverture médicale. Donc c'est un travail de tous les jours, et je pense qu'on va arriver au fur et à mesure à remplir cette maison médicale, et peut-être pourquoi pas en ouvrir une deuxième. On y réfléchira, mais en tout cas, c'est un travail. Je vous dis, 7 médecins, alors il y a 7 professionnels, alors qu'il n'y en avait plus dans cette maison médicale, c'est déjà une avancée importante par rapport au contexte médical. Mais vous avez raison, il n'est pas question de fanfaronner. Alors, Pascal Mournetas, que faire contre les chenilles processionnaires? Je suis dans une copropriété. Alors, il y a plusieurs actions pour les chenilles processionnaires. On a la chance d'avoir beaucoup d'arbres, c'est une chance, mais ça a aussi des inconvénients. Les épines de pin, le système racinaire et bien sûr les chenilles processionnaires. Vous avez plusieurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourra vous donner, il y a plusieurs façons de lutter contre les chenilles processionnaires. On a une société Polynice qui s'occupe aussi du suivi de chacun des cas avec la mairie. Donc n'hésitez pas à appeler les services ici qui vont vous donner toutes les indications. Il y a des méthodes efficaces, nous en avons testé une nouvelle par drone par exemple. Il y a des méthodes efficaces aussi qui sont utilisées depuis des années. Chaque situation amène à des cas particuliers et donc de ce fait-là, on essaye là aussi de faire du sur-mesure pour permettre de vous apporter la meilleure réponse pour lutter contre ces chenilles processionnaires auxquelles il ne faut surtout pas toucher avec les petits-enfants et notamment aussi les animaux. Autre question, Luciana Leg. Des ralentisseurs et autres sur l'avenue Clémenceau seraient les bienvenus. Bon,
toujours, hein, le sujet des ralentisseurs. Les ralentisseurs, c'est d'abord le comportement incivique des gens qui roulent trop vite. Et ça, là-dessus, nous sommes très vigilants, à la fois sur le stationnement et sur la vitesse. Je tiens à vous le dire, ça fait partie de nos responsabilités. Donc la vitesse, elle est sanctionnée très fortement, comme le stationnement interdit. Le fait est, c'est que les ralentisseurs ne sont pas toujours la bonne solution. Alors, sur l'avenue Clémenceau, nous devons retravailler parce qu'il y aura l'hôtel de police municipale. Donc les gens qui rouleront vite avenue Clémenceau, je crains qu'ils soient sanctionnés rapidement. Mais au-delà de ça, on va retravailler bien sûr la circulation dès que le projet de l'avenue Clémenceau sera dans sa phase terminale. Alors, Didier Denuchot d'Escoublac. Bonjour, je suis artisan et résident d'Escoublaquais. J'ai entendu parler à plusieurs reprises d'un club d'entrepreneurs baulois destiné à promouvoir les savoir-faire locaux, mais je ne sais pas où m'adresser pour y entrer. Oui, c'est un club qui n'est pas un club, je dirais, fermé, qui est un club ouvert, qui est organisé ici pour permettre de faire rencontrer à la fois les élus, mais aussi les chefs d'entreprise et de dynamiser, je dirais, le potentiel entrepreneurial que nous avons ici. Donc, c'est le Lab. Vous pouvez appeler le service commerce ici à la Baule, à la mairie, et qui vous indiquera les façons de pouvoir se rapprocher de cette instance. Alors, David H. du Casino, Monsieur l'ouvrier, je désespère de voir mon quartier, celui du Casino, dépérir faute d'activité commerciale. Le passage royal se vide au fur et à mesure et le casino vivote et seuls les commerces qui travaillent sont les bars de nuit de l'avenue Pavie. Alors que c'est une vitrine de notre station, comment comptez-vous faire revivre ce quartier? Effectivement, vous avez totalement raison. Ce quartier avait tendance à abandonner notamment des offres qui étaient des offres commerciales. Donc nous avons pris une initiative avec le conseil municipal et puis dans le cadre de l'action, les activités de Atlantia Jacques Chirac, c'est que nous allons installer au premier étage, et nous venons de signer cet accord avec le groupe Barrière, parce que comme vous le savez, le passage royal appartient au groupe Barrière, nous avons signé la possibilité de pouvoir installer au premier étage un espace d'activité, notamment pour les congressistes, qui permettra d'avoir une forme d'offre Atlantia vue mer, étant donné que le Palais des Congrès n'est pas au bord de la mer, et qui va aussi permettre d'accueillir tous les congressistes ou une partie des congressistes qui sont à Atlantia, de relier bien sûr ce quartier avec celui non loin du Palais des Congrès. Et là, nous aurons des activités dans cet espace qui va réanimer un petit peu ce passage royal qui, vous avez raison, a été déserté au fur et à mesure du temps. Donc de ce fait-là, nous allons avoir tout l'espace du premier étage et l'espace du rez-de-chaussée continuera bien sûr ses animations. Je pense que ça va revigorer ce quartier, ça va redonner un peu de tonus à l'activité et puis ça va créer des liens aussi avec l'activité du tourisme d'affaires qui se déroule dans le Palais des Congrès et des festivals. Martine L, qui est dans les vagues, allez-vous faire comme votre voisine, imposer les 30 km/h partout en ville? Bon, je vais vous dire, ma priorité, c'est vraiment la sécurité. Mais moi, j'aime avoir une politique lisible, compréhensible et efficace. L'idée, c'est pas de faire de l'affichage. Donc dire qu'une zone est à 30 km/h, mais où les gens, en fin de compte, roulent quand même à 50, ça sert à rien. Donc moi, je pense qu'il faut être très prudent là-dessus. Il faut plutôt essayer de mettre en place notamment des accès qui puissent empêcher de rouler vite. Donc ça va aussi bien sur notamment les dodanes dont on parlait tout à l'heure, mais aussi l'effet de paroi que j'expliquais qui permet de ralentir, mais aussi les chicanes, mais aussi tous ces dispositifs qui adoucissent la circulation. Et puis, il y a aussi la sanction, parce qu'on ne peut pas rouler vite. Alors, bien sûr qu'il peut y avoir des zones 30, mais les zones 30, elles doivent s'imposer d'elles-mêmes. Et donc, si vous mettez un panneau zone 30, mais que les gens peuvent rouler 50 ou 60 km/h, ça revient au même. Donc voilà, donc il faut vraiment être très pragmatique en la matière et avoir une politique efficace. Et là aussi, jouer avenue par avenue et essayer de trouver des solutions avenue par avenue. Alors, Maxime Huguet. Bonjour Monsieur le maire. Tout d'abord, merci de vous prêter à cet exercice. Chaque hiver, la Jubine coule vers la Brière et le Brivet, déborde et inonde route de Bugal et Ressac, et notamment ces derniers jours. Oui. Avez-vous connaissance d'interventions à venir sur le secteur syndicat du bassin versant Brivet, Cap Atlantique, etc. Merci. Oui, vous avez raison. On a des inondations, notamment en route de Ressac,
permanente dès que les chutes d'eau sont importantes. Nous sommes en train de voir si on peut réadapter la voirie et pouvoir. Alors, il y a eu déjà des solutions qui ont été apportées sur certaines zones, hein, notamment les plus urbanisées. Là, on va regarder sur cette zone-là, mais vous avez raison, il y a des réponses à apporter en termes d'inondation. Vous savez, on a réussi à régler notamment les problèmes de tout ce qui était le secteur du Grand Clos, le long de l'étier du Pouliguen, où là, cette année, nous n'avons eu aucune inondation, alors que je vous rappelle que lors de Xintia, il y a eu énormément d'inondations, mais il y a eu un investissement de 8 millions d'euros qui a été fait, hein, c'était pas rien. Et là, il faut qu'on arrive aussi à répondre à ces difficultés d'inondation dans ce côté-là, notamment avec Cap Atlantique, vous avez raison, parce que ça ne peut pas durer, et c'est vrai que ça crée d'énormes dégâts. Bruno Leray, le Guézy, habitant du Guézy, depuis quelque temps, je suis obligé de prendre ma voiture pour aller faire mes courses. Est-il prévu d'installer des commerces dans ce quartier pourtant très habité à l'année? J'y habite, donc je le connais bien, et notamment dans le quartier le plus éloigné des commerces, parce que moi je suis côté Pont-Saillant. Je pense que c'est la particularité du Guézy. Lorsqu'il y a eu des commerces, ils n'ont pas fonctionné. Rappelez-vous, il y avait eu un début de petite épicerie, notamment devant la maison des associations, parce que vous avez la proximité à la fois de l'offre commerciale de Pornichet et bien sûr de la puissance commerciale de la Baule. Et donc, c'est le secteur privé qui voit qu'il n'y a pas de modèle économique. Si demain il y avait un modèle économique, vous imaginez bien que tout de suite il y aurait une installation. Donc je pense qu'il faut. C'est un quartier résidentiel, en fin de compte, le quartier du Guézy. C'est un quartier dans lequel les gens vivent à l'année, vous avez raison, mais aussi vont faire leurs courses à l'extérieur, au Pornichet ou la Baule. Et donc le modèle économique aujourd'hui d'un commerce dans le centre du Guézy ne résiste pas parce que les gens ne le privilégient pas et préfèrent aller dans les commerces de proximité où il y a déjà une animation commerciale forte. Alors, réponse de... Ah oui, Robert Lévesque de La Charige. Quelles conséquences vont avoir les travaux de rénovation du Remblai sur l'accès plage, le stationnement, les estivants, la circulation? Il va y avoir bien sûr des conséquences au quotidien, mais il n'y en aura pas l'été. Pour la simple et bonne raison, c'est que pourquoi on va mettre 8 ans à le faire? Parce qu'il va y avoir des pauses, et notamment la pause estivale qui s'impose, autant pour la réfection de la promenade de mer que pour l'ensemble des travaux de la ville. Donc c'est ça aussi, on a fait un choix, c'est de prendre notre temps et le faire bien, mais surtout ne pas avoir trop de préjudice dans une rénovation qui est importante, je vous le rappelle. Donc le quartier La Jarige sera sans doute dans la première tranche le plus concerné par les travaux. On va être vigilant à ce que les choses se fassent avec les commerçants, avec les résidents. Et vous avez vu, on a commencé les travaux, notamment la partie des amiantages. Ça n'a pas été simple, parce qu'il a fallu jongler avec les calendriers des vacances, avec l'activité des commerçants. Mais bon, voilà, c'est sûr que les travaux, ça a des conséquences. Il ne faut pas se leurrer, mais on va essayer de le faire au mieux, en prenant notre temps pour qu'on ait une belle réalisation et que les choses soient merveilleuses pour les années à venir. Alors, Michel Le Guilchet. Bonjour Monsieur le maire. À quand la suppression des réseaux électriques et téléphoniques aériens, avenue Clémenceau et autres? J'ai fait un choix avec l'équipe municipale dès le début de ce mandat, c'est que systématiquement, lorsque nous faisons la réflexion de grands axes, nous enfouissons. C'est le cas par exemple du boulevard Auguste Caillot. Vous avez vu la différence. Ça va être magnifique, hein. Franchement, j'y passe souvent et je vois que tous les réseaux ont disparu. Donc nous le faisons. Nous profitons entre guillemets de la taxe éolienne pour la réinvestir immédiatement dans l'ensemble de l'enfouissement des réseaux électriques. Je pense que c'était une nécessité, notamment pour notre patrimoine. Et puis aussi parce que nous avons des climats tempétueux qui amènent à ce qu'il faut mieux avoir des réseaux enterrés que des réseaux aériens. Ça met plus de temps, là aussi, hein. Les travaux avec les réseaux enterrés fait qu'il faut mettre tous les opérateurs autour de la table. Vous imaginez, c'est pas simple. Et puis, commencer les travaux avec des délais toujours plus longs. Mais en tout cas, c'est un choix de la politique municipale. C'est l'enfouissement systématique lors de grands travaux de voirie. Et je pense qu'on le voit déjà sur le boulevard Caillot, ça a vraiment des résultats très bénéfiques. Joël Marias, bonjour monsieur le maire. À quand l'enfouissement des réseaux, avenue de Lusté et la réfection de la chaussée dans un état catastrophique? Oui, je sais. Vous savez, la moitié de l'investissement financier du budget annuel de la ville
part notamment dans la réfection de la voirie, ce qui est très important. Et donc de ce fait-là, quand vous dépensez plus de 20 millions d'euros dans la voirie, vous imaginez bien qu'il y a des priorités. Alors tout le monde est prioritaire à l'échelle de sa maison ou de son appartement. Mais nous, on le fait lorsque, en fin de compte, tous les voyants sont au vert. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a plus de construction aux alentours, c'est-à-dire qu'on n'aura pas à refaire la voirie parce qu'il y a une nouvelle construction. Lorsque les réseaux sont installés et ont été refaits, notamment ceux de Cap Atlantique, je pense notamment, on ne va pas refaire un réseau routier si l'ensemble des canalisations qui permettent à la fois les eaux usées ou autres eaux potables n'ont pas été refaits. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est plusieurs voyants qui se mettent au vert et qui nous permettent de dire, voilà, tel endroit. Donc je regarderai sur cette avenue-là, mais je pense que honnêtement, il y a sans doute encore des réflexions à faire, peut-être pour permettre d'engager des travaux. Thierry Perrin, bonjour monsieur le maire, avez-vous une échéance pour mettre l'avenue des Lilas en sens unique? Ah, ça c'est très simple, j'ai donné les clés aux associations. Je leur ai dit, c'est à vous de décider. Si vous souhaitez le faire, eh ben, vous venez me voir et on le fera. Si vous ne souhaitez pas le faire, vous me le dites. Moi, je suis plutôt favorable, je vous le dis honnêtement, parce que je trouverais ça bien qu'on puisse circuler, notamment sur une voie douce en deux roues, sur cette avenue des Lilas. Mais c'est aux riverains de le décider. Il y a des associations, en l'occurrence, c'est à elles de venir me revoir et de me proposer ou non la réfection de cette avenue pour la mettre en sens unique et notamment avec un aller-retour pour le domaine cyclable. Sophie Louveau, pourriez-vous faire un petit point sur les impacts à la Baule sur la montée des eaux? Merci monsieur le maire. Écoutez, bon, d'abord, la réfection de la promenade de mer, c'est l'enjeu de la montée des eaux. Ce n'est pas uniquement un enjeu de voirie ou pour nous faire plaisir. C'est parce qu'il y a besoin de refaire cette barrière contre la mer que nous avons engagé ces travaux si importants. Vous imaginez bien qu'on ne va pas dépenser des dizaines de millions d'euros juste pour refaire la promenade de mer. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de faire le renfort et bien sûr de se mettre aux normes Xinca, c'est-à-dire aux normes qui nous permettent d'éviter des inondations. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu important. Et puis le deuxième enjeu, c'est de savoir si ce qui s'est passé ou les mesures qui ont été prises ces dernières années sont efficaces. C'est le cas, je l'évoquais tout à l'heure, notamment du côté de laitier du Pouliguen. Le quartier du Grand Clos n'a pas été inondé comme il avait été inondé au moment de Xinca. Donc ça veut dire que les mesures qui ont été prises, elles sont efficaces. Mais il faut continuer à être vigilant. Et cette montée des eaux, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai adhéré au fait que je voulais être dans le trait de côte. Parce que je considère que le trait de côte, il ne s'arrête pas au Pouliguen, il ne reprend pas à Pornichet. Le trait de côte, c'est aussi cette baie qui, en fin de compte, existe par le fait que vous avez une barrière contre la mer et que si on n'avait pas eu cette barrière contre la mer, je peux vous assurer que les dernières tempêtes, l'eau, elle rentrait dans la ville. Ce que j'ai dit au préfet lorsque j'ai échangé pendant la période tempétueuse, je lui ai dit heureusement que cette promenade existe. Sinon, si elle n'existait pas, la mer serait rentrée. C'est dommage qu'elle ne soit pas classée par l'État comme digue. Vous voyez me venir arriver, parce que si c'était une digue, on aurait des aides beaucoup plus importantes. C'est dommage qu'elle n'ait pas été faite au moment où il le fallait. Autre question. Adrien V. Bonjour monsieur le maire, serait-il possible d'installer sur les hauteurs de la forêt Escoublac un belvédère, une sorte de grand mirador? Cela permettrait d'avoir une pleine vue sur toute la baie. Cela serait parfait pour le tourisme Instagram. Vous avez raison. Oui, c'est un beau projet. C'est un projet très coûteux, surtout maintenant avec les nouvelles normes d'accessibilité. On n'a pas ce projet-là pour l'instant. On y réfléchit. C'est pas une mauvaise idée, surtout que ça permettrait de faire profiter aussi le bois d'Escoublac à nos estivants qui n'ont pas toujours le réflexe de venir dans ce bois d'Escoublac à l'ombre des arbres qui permettent de baisser de 6 degrés à peu près la chaleur. Donc c'est une belle idée. Maintenant, il y en avait un qui existait, comme vous le savez, au parc des Dryades, qui a été détruit pendant la guerre, sous l'occupation, qui avait été construit à l'époque. C'est vrai que sur la forêt, ce serait encore mieux. C'est à y réfléchir. Bon, après, c'est un coût important, mais je dirais que c'est un projet, pourquoi pas, peut-être sur un prochain mandat, si les électeurs nous font confiance dans les années à venir, je serais ravi de pouvoir y travailler. Georges Guilleneuf de Bellon. Monsieur le maire, pour quelles raisons les camions poubelles ne sont
pas déjà électriques, vous avez raison. Ils sont pas tous les véhicules ne sont pas électriques. Nous, on a comme politique ici de systématiquement d'imposer le électrique ou le hybride dès qu'il y a un renouvellement. Le fait est, c'est ce qu'on fait. Il y a des véhicules, notamment de grosses capacités, qui ne sont pas encore très efficaces en matière électrique. Ça fait partie notamment de ces véhicules-là. Il y en a quelques-uns qui existent, mais c'est des coûts très très importants. Donc nous y travaillons par exemple pour le prochain appel d'offres pour l'île Presqu'île pour le transport, où nous aurons sans doute quelques véhicules électriques ou hybrides. Mais comme vous le savez, le coût est encore très prohibitif. Donc il faut qu'on fasse attention aussi au modèle. Il n'est pas question d'augmenter la taxe de transport. Et donc de ce fait-là, je vais être vigilant. Donc les véhicules d'aujourd'hui sont quand même plus efficaces en matière de lutte contre la pollution que ceux qui existaient auparavant. Mais dès qu'on peut le faire et que les moyens nous les donnent, on le fera parce que j'y suis très attentif en la matière et je voudrais bien qu'on puisse vraiment changer notre flotte et qu'elle soit encore beaucoup plus compatible avec nos impératifs environnementaux. Écoutez, on arrive à la fin et donc on s'était donné 1 heure. Franchement, je vous remercie de tous ces échanges. Alors j'imagine qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. On tranchera d'échanger par mail, hein, notamment avec moi et les services, pour pouvoir vous répondre. Dites-vous bien qu'il y a des prochains rendez-vous, hein, notamment le prochain conseil municipal qui a lieu le 15 décembre, qui sera sur le budget, qui est à 19 heures. Et puis aussi, nous aurons, c'est le 15 décembre à 19 heures, c'est ça, oui. Et puis ensuite, nous aurons nos vœux à l'ensemble des résidents. Je vous y invite, hein, vous savez que c'est ouvert à toute la population. C'est le 14 janvier, le dimanche, c'est traditionnellement le dimanche, à 11 heures, au Palais des Congrès et des Festivals Atlantia Jacques Chirac. Et vous y êtes tous conviés, bien sûr, on sera ravis de vous y accueillir. Et puis, comme vous le savez, on va avoir une année encore très importante, parce que cette année, on quitte l'année de l'Argentine, et l'année prochaine, on arrive sur l'année olympique, avec le passage de la flamme le 5 juin. Et donc là, je vous attends tous sur la promenade de mer pour accueillir, bien sûr, la flamme olympique pour cette année qui sera à la fois sportive, mais aussi très associative. Parce que je compte à ce que toutes les associations participent à cette année olympique d'une façon ou d'une autre. C'est un événement mondial. C'est un événement que l'on rencontrera peut-être une fois dans notre vie, parce qu'en général, les Jeux olympiques d'été, c'est une fois dans le siècle. Et donc, de ce fait-là, je suis très heureux que la ville de La Baule soit aussi dans cette dynamique, au-delà de notre vie quotidienne, dans cette dynamique olympique. Donc, merci encore pour ces échanges. Si on n'a pas l'occasion d'échanger comme ça, je pense qu'on aura l'occasion de pouvoir refaire cet échange-là l'année prochaine. En tout cas, passer de bonnes fêtes de fin d'année. On aura aussi l'occasion de pouvoir échanger sous d'autres formes. Et puis, passer un bon week-end. Et puis, bonne santé à vous et à très bientôt.